dois quand même rendre hommage à quelques personnes de la commune de Gundershofen sans lesquelles la présente cérémonie n'aurait pas pu se réaliser. Alors, à commencer par M. Victor Vogt, le maire de Gundershofen et conseiller d'Alsace, qui d'ailleurs ce matin a commencé son discours en disant « Erlevilit ». Ensuite, Mme Valérie Lopez, qui est adjointe au maire, mais qui est aussi veilleuse de mémoire dans ce cimetière avec son mari Andrés. Et puis aussi Mme Bérangère Alonzius, chargée de communication à la mairie de Gundershofen, qui s'est dévouée sans compter, mais avec beaucoup d'humour, dans l'organisation de ces manifestations. Je voudrais aussi chaleureusement remercier le conseil municipal des jeunes de Gundershofen, qui vous lira les noms des victimes. Et bien entendu, il faut que je salue la présence du grand rabbin Veil, qui est parmi nous, et aussi de la consule des États-Unis, ainsi que descendant de GI qui a participé au combat ici, il y a 80 ans, et qui s'appelle M. Rothschild. Voilà. Alors, rapide présentation de l'association Achern, les amis des sites hébraïques des environs de Reichshofen et d'Illarbronn-les-Bains. Cet acronyme Achern est un clin d'œil à Asher Lévi, de Reichshofen, qui a laissé des mémoires rédigées entre 1598 et 1635. C'est-à-dire que par ces mémoires, c'est l'une des meilleures sources historiques sur la guerre de 30 ans dans notre territoire. Cette association est fondée en 2018 et compte à ce jour une centaine de membres, parmi lesquels 30% de juifs. Ces statuts sont entièrement laïques et posent le constat que si 10% de la population alsacienne était juive au tournant du XXe siècle, alors il en est de même pour la culture alsacienne et qu'il s'agit donc de préserver cet héritage. Quelques mots sur ce cimetière qui, comme tous les cimetières, est un lieu chargé d'histoire. La plus ancienne tombe du cimetière israélite de Gundershofen est datée de 1815, alors que celui d'Overbronn, juste à côté, est de 1814. Sous l'Ancien Régime, le seul cimetière juif de l'Alsace du Nord était celui d'Ettendorf, car il était autorisé par les comtes de Hanau-Lichtenberg. Et ça, nous le savons grâce à Asher Lévi, toujours. C'était donc assez loin et mal commode. Vint la Révolution française et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, celle qui a émancipé les Juifs le 26 septembre 1791. À peine une génération plus tard, furent créés les deux cimetières israélites d'Overbronn et Gundershofen. Les synagogues viendront encore une génération plus tard, dans les années 1840-1850. On peut donc mesurer au niveau très local les effets de cette émancipation, ainsi que la nature des urgences d'alors, les cimetières avant les synagogues, mais aussi le dynamisme de ces communautés juives rurales. Pour la première fois depuis 2000 ans, les Juifs sont devenus libres et égaux en France. Ils ont donc conçu une immense reconnaissance, non pas à la France, mais bien à la République française. D'ailleurs, l'Allemagne voisine n'émancipera ses Juifs qu'en 1871, et encore de manière incomplète. On verra bien, lorsque la République sera renversée par le maréchal Pétain en 1940, combien le sort des Juifs va changer. Ettendorf est un cimetière centralisateur, Gundershofen aussi. Il reste quand même dans les limites du comté de Hanau-Lichtenberg, puisque sa zone de chalandise, si je peux dire comme ça, va de Bitsch à Gundershofen, c'est-à-dire qu'elle comprend les communautés de Bitsch, Niederbronn, Reichshofen, Gundershofen et les villages environnants tels que Fröschwiller, Lagensulzbach, Lembach et Gersdorf. Ces petites communautés disparues depuis bien longtemps, alors que les plus importantes, déjà citées, ont disparu dans les années 1960. Côté ouest, il y a le cimetière juif d'Overbronn, côté sud, celui de Mertuller. 94% des noms gravés sur les stèles de ce cimetière mentionnent la commune de résidence du défunt ou de la défunte. On peut donc, par ce fait seul, mesurer l'attachement de ces juifs ruraux
ruraux à leur terroir alsacien. Si les inscriptions sur les stèles sont toujours en hébreu, on voit apparaître à partir de 1850 des inscriptions en langue française. Longtemps après l'annexion de 1871, l'on continuera à écrire en français. Fidélité à la France et tolérance de l'autorité allemande. Il faudra attendre l'affaire Dreyfus en 1895 pour que la foi en la République s'érode, car l'on découvre que la moitié de la France est antisémite. C'est d'ailleurs une des sources du pétainisme qu'on connaîtra plus tard. Autant alors s'autoriser à écrire en allemand. D'ailleurs, une curiosité, dans ce cimetière, nous avons la stèle de Salomon Trost, soldat juif de l'armée prussienne, mort au combat contre l'armée française lors de la bataille dite de 1870, juste à côté de chez nous. Une autre curiosité que l'on ne retrouve pas dans d'autres cimetières juifs, à ma connaissance, près du carré des enfants, là-bas, une rangée de 8 femmes mortes en couche. Ce grand rectangle des enfants qui nous fait mesurer les progrès de la médecine infantile, même si certains complotistes modernes se mettent à refuser les vaccins. Lors de l'annexion nazie, les cimetières juifs ne sont évidemment plus utilisés, puisque l'Alsace annexée de fait devait être Judenrein, pur de tout juif. Tous les juifs restants au moment de l'invasion de 1940 ont été expulsés d'Alsace. La Hitlerjugend locale a incendié la cabane qui se trouvait à l'entrée. C'est ainsi que les registres du cimetière ont été perdus. On a aussi tenté de renverser les stèles, mais ça n'a pas été fait entièrement, heureusement. C'est pourtant pour cela que ce cimetière comprend 350 emplacements vides pour environ 980 tombes encore existantes. Une grande partie de ces 350 emplacements perdus se trouve dans le carré des enfants, car les stèles les plus petites sont les plus faciles à manipuler, d'autant que le régime hitlérien avait autorisé un paysan d'ici à prendre les stèles pour construire sa porcherie. Par ailleurs, il y a juste 80 ans, un panzer allemand s'est positionné dans le cimetière pour tirer sur l'armée américaine qui entrait par la rue principale en contrebas. Il a évidemment causé de grands dégâts. Tombés en panne sèche en sortant du cimetière, les tankistes allemands se sont enfuis à pied, laissant un beau jouet aux enfants de l'immédiate après-guerre. C'est aussi depuis l'après-guerre que les familles ont préféré mettre des dalles plutôt que des stèles sur les tombes, car les dalles sont plus difficiles à renverser, évidemment. C'est ce qu'on a appris de la guerre. C'est aussi depuis lors que de nombreuses familles ont rajouté au nom de leurs défunts une mention à la mémoire de leur mort au combat enterrés ailleurs, ou celui de leurs parents disparus dans les fours crématoires et donc restés sans sépulture. C'est à leur mémoire que nous sommes tous là aujourd'hui. C'est aussi à leur mémoire que l'Europe se maille de Stolperstein, de pierres d'achoppement recouvertes de laiton sur lequel est gravé le nom des déportés. Il s'agit d'une idée d'un artiste allemand, Günther Demnig. C'est ainsi qu'à Niederbronn-les-Bains, 21 Stolpersteine seront posés devant le monument aux morts le 27 avril prochain, jour du souvenir national de la déportation à 10h du matin. J'en profite pour remercier Madame le maire de Niederbronn, qui est parmi nous, et pour vous y donner rendez-vous. Dans la tradition juive, le cimetière se désigne par plusieurs expressions assez poétiques, en hébreu ou en judéo-alsacien, telles que, en les traduisant, maison des ancêtres, maison du monde, ou même maison des vivants. Je vous laisse réfléchir à ces différents sens. D'ailleurs, toutes les épitaphes en hébreu se terminent toujours par la même abréviation signifiant que son âme soit liée au faisceau des vivants. C'est ainsi que nos morts nous protègent, à condition de les laisser reposer en paix. C'est pour cette raison que les tombes juives sont éternelles, contrairement aux cimetières communaux, car il faut se souvenir des noms gravés dans la pierre. Mais nous sommes réunis ici pour célébrer leur mémoire. Des noms seront égrenés par les membres du conseil municipal des jeunes de Gundershofen, que je remercie une fois de plus.
La liste est longue des morts au combat, des déportés, mais aussi des justes parmi les nations, ces personnes non juives qui ont risqué leur vie pour sauver les juifs, qu'ils en soient ici très sincèrement remerciés. Presque toutes les victimes de ces cimetières et leur destinée tragique ont en commun une même origine. Pétain et ses lois portant sur le statut des Juifs des 3 octobre 40 et du 21 juin 1941. Le racisme devient raison de l'État français de Vichy, héritier des anti-Dreyfusards et de Charles Maurras, et qui n'a eu aucun mal à se soumettre à l'envahisseur hitlérien. La République est bel et bien tombée pendant 4 ans. On aurait pu espérer que la leçon soit aujourd'hui apprise, mais le ventre est encore fécond, d'où est sortie la bête hideuse, écrivait Bertolt Brecht. Il suffit de s'intéresser aux actualités pour s'en rendre compte. Certains partis politiques français est l'héritier direct du pétainisme. Il a beau se prosterner sans vergogne devant la tombe du général à colomber les 2 églises, on comprend aisément que pour se dédiaboliser, il faut d'abord avoir été diabolique. Quant à l'autre parti, qui porte en nu les terroristes fanatiques des frères musulmans, soi-disant défenseurs des libertés, voilà. Tout cela rend notre cérémonie d'aujourd'hui indispensable, surtout pour l'éducation des jeunes générations. Je ne peux m'empêcher, en guise de conclusion, de penser à Kfir Bibas et son frère Ariel, enlevés à 9 mois et 4 ans, assassinés à main nue avec leur maman Chiri. Le plus jamais ça ne serait-il pas devenu au final rien d'autre qu'une pauvre incantation? Je vous remercie. Je voudrais aussi vous lire très rapidement le message que m'a adressé M. Maurice Dahan, président du consistoire israélite, qui n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui pour une raison importante. Je suis désolé, mais je ne pourrai pas venir cet après-midi, avec toutes mes excuses, et merci de m'excuser auprès des organisateurs de cette journée de mémoire, qui reflète tellement l'humanisme rénant dans sa relation et le respect de tous les citoyens de toute confession. Amitié, Maurice Dahan. Voilà. Alors maintenant, on va écouter une première liste qui sera lue par la première. Victimes de Beach. Remerciements à Mesdames Françoise et Esther Hirsch pour leur aide efficace dans les recherches. Ernie et Arthur Durlarcher, le père et le fils. Réfugiés à Barbezieux, Charente, assassinés à Auschwitz en août 1942 et en janvier 1943. Abraham Hirsch, il était boulanger à George Bar, père de 6 enfants, et il a déménagé à Beach. Il est décédé en 1940 à Berneville, Pas-de-Calais. Sous les bombardements, il n'avait pas voulu descendre, se réfugier dans l'abri avec son fils. Ils sont partis de Beach au début de la guerre pour aller dans le nord, où ils avaient de la famille Dunkerque. C'est pour cela qu'ils se trouvaient à Bernerville par la suite. Ils sont allés se réfugier à Périgueux après le décès d'Abraham. Félix Ephraim de Beach, né à Beach le 13 mai 1890, marié à une fille, arrêté en 1942 à Bourgogne-les-Bains, assassiné à Auschwitz, probablement en septembre 1942. Massacre des Puits de Guéry. Le massacre des Puits de Guéry désigne les événements survenus en juillet et août 1944 à Savigny en septembre. Dans le sud-est du département du Cher, lors desquels 36 juifs sont massacrés par la milice française. C'est l'un des plus importants massacres ayant eu lieu en France sous l'occupation, après celui du Targentum
Cagnes-sur-Creuse ou celui d'Oradour-sur-Glane. La milice française et la Gestapo arrêtent 70 personnes. Ces dernières représentent la quasi-totalité de la communauté juive de Saint-Amand-Montrond. Il s'agit pour la plupart d'Alsaciens-Lorraine réfugiés depuis 1939. Sur 3 jours, 36 de ces personnes, hommes et femmes de 16 à 85 ans, vont être précipités dans les puits de Guéry, puis recouverts de ciment et de grosses pierres. Puisqu'à cette date, on ne pouvait plus expédier les Juifs à Drancy, le fanatisme a voulu assassiner à tout prix avant la prévisible débâcle allemande. Félix et Alphonsine Wolff. Félix Wolff était avant-guerre ministre officiant à la synagogue de Bitche. Le couple a disparu dans les puits de Guéry. Au total, 6 victimes originaires de Bitche, liste non exhaustive. Merci, mademoiselle. Alors, si monsieur le grand rabbin voudra peut-être nous adresser quelques mots. Merci beaucoup Raymond. Je m'associe aux salutations qui ont été faites en début de discours. Saluons tous les élus et vraiment les remercier pour cet accueil, pour l'organisation de cette cérémonie et d'être venus si nombreux. C'est vraiment un très grand honneur que vous faites aux personnes que nous venons honorer aujourd'hui. Peut-être voilà, saluer la présence aussi des responsables religieux. Je vois en face de moi le vicaire général Jean-Luc Liénard. J'ai aperçu Madame la pasteur tout à l'heure et c'est un beau moment de partage et voilà, qui montre qu'on peut garder, en tout cas c'est vraiment ce que je crois profondément, espoir en l'humanité. Et c'est peut-être aussi le sens de mon intervention et des quelques mots que j'aimerais vous délivrer aujourd'hui, puisqu'on est à la fois dans un moment solennel, un moment de recueillement, un moment où s'entremêle la mémoire des personnes disparues, la mémoire également de celles qui leur ont porté secours, et c'est vraiment important de le rappeler. Si on a évoqué des pages très sombres de notre histoire, de l'histoire de notre pays, et plus particulièrement de notre région, il y a eu des personnes extraordinaires, issues également de cette région, qui, au péril de leur vie, n'ont pas hésité à faire tout ce qu'il fallait pour sauver et tendre la main à des personnes qui en éprouvaient le besoin. Et je me dis toujours qu'on ne sait absolument pas comment est-ce que nous aurions réagi à leur place. Et je me parle à moi en premier. Est-ce que j'aurais été capable de risquer ma vie, de risquer celle de ma femme, de mes enfants, pour pour plutôt tenir la main et l'appel de détresse de toutes ces personnes qui n'avaient malheureusement nulle personne vers qui se tourner. Donc je crois que ça appelle véritablement toute notre admiration et je crois qu'il ne faut pas oublier ces justes parmi les nations. Les quelques mots que je voulais vous adresser sont vraiment intrinsèquement liés au choix de cette date qui, vous le savez peut-être, donc aujourd'hui, cette journée du 16 mars est le lendemain de la fête de Pourim que nous venons de célébrer, qui était en réalité à cheval sur 2 jours, vendredi et samedi. Et cette fête de Pourim est une fête extrêmement importante dans notre calendrier, même si elle n'est que d'institution rabbinique, puisque c'est une fête qui commémore un événement qui a eu lieu après la rédaction du canon biblique, mais qui vient mettre en exergue un événement qui fait un petit peu écho, malheureusement, à celui que nous avons vécu il y a 80 ans, c'est-à-dire la première tentative dans l'histoire de génocide et d'extermination totale du peuple juif, par celui que l'on dénomme dans le rouleau d'Esther que nous avons lu vendredi, Aman, et qui a convaincu le roi perse de l'époque, Achashvérosh, de signer ce décret d'extermination. Et puis l'histoire, contre toute attente, a fini par se retourner contre Aman. Alors il y a quelque chose de très très beau dans ce récit, c'est que tout a l'air de se dérouler de manière totalement naturelle, et on voit comment est-ce que finalement, et aussi grâce au courage
de grands personnages comme Esther, qui a donné le nom à cette histoire et à ce rouleau d'Esther, mais également Mordechai, son oncle, et d'autres personnes de bonne volonté qui n'ont pas hésité à prendre des risques, à retrousser leurs manches pour se mettre au service de cette humanité. Eh bien, l'histoire a pu connaître un cours complètement différent. Donc je crois qu'on doit s'inspirer de cette histoire pour se dire que même s'il y a parfois des moments très très difficiles et des moments qui ont tendance à nous faire perdre confiance en l'humanité, eh bien il y a toujours une possibilité de voir l'histoire, parfois contre toute attente, et au moment où on s'y attend le moins, prendre une autre direction. Et on reste avec cet espoir. Lorsqu'on sort de cette fête de Pourim, on est encore avec des étoiles dans les yeux, et c'est bien sûr le jour le plus joyeux de notre calendrier, mais si c'est un jour joyeux, c'est pas simplement parce que les enfants se déguisent et parce qu'on distribue des bonbons, c'est parce que ce que vient nous apprendre l'histoire ce jour-là, eh bien c'est tout simplement un message d'espoir pour l'humanité tout entière. Et c'est ça ce qui nous rend heureux, et ce qui se font également, et je terminerai avec cela, avec le texte que nous avons lu également hier, donc jour de Shabbat, puisque chaque semaine nous lisons une section de la Bible, comme vous le savez, et dans le texte que nous avons lu hier, il y a aussi un passage assez douloureux de notre histoire, qui est celui où, dans un moment un petit peu de détresse psychologique, le peuple va fabriquer un veau d'or. C'est un moment un peu incompréhensible, et il y a, dans la deuxième partie de cette section que nous allons lire, la réconciliation. Il y a Moïse qui, après avoir brisé les premières tables de la loi, eh bien, va revenir vers le peuple avec ses secondes tables. Et ces secondes tables, eh bien, elles expriment aussi, elles incarnent un petit peu l'espoir, la possibilité de reconstruire quelque chose qui a été brisé, qui a été cassé. Ce ne sera pas exactement la même chose qu'avant, mais c'est la possibilité de continuer une histoire. Et c'est un petit peu ce que nous célébrons aujourd'hui. Il y a quelque chose qui s'est brisé, quelque chose qui s'est cassé il y a 80 ans. Des vies, malheureusement, qu'on ne pourra pas réincarner, mais d'une certaine manière, eh bien, par notre présence et par la manière dont nous portons haut et fort ce message, on leur donne un petit peu aujourd'hui la possibilité de revivre, d'être parmi nous. Donc je vous remercie vraiment d'être présents. Je remercie encore la commune de Gundershofen, vraiment le maire pour l'organisation de cette cérémonie, et bien sûr tout particulièrement Raymond, je sais qu'il travaille depuis des mois et il ne s'occupe pas simplement que de ce cimetière. Bien sûr, je salue mon ami Michel Cahen et son épouse qui font un travail formidable aussi dans ce cimetière, et toutes les personnes vraiment de bonne volonté. Mais voilà, je sais à quel point la gestion de ce patrimoine et de tout ce qui touche à cette magnifique région est quelque chose qui anime quotidiennement Raymond. Donc vraiment merci pour l'organisation de cette cérémonie. Merci à vous. C'est élégant. On va écouter une deuxième liste de noms pour les victimes de Niederbronn cette fois-ci. Victimes de Niederbronn-les-Bains. Émile, Lucie, Edmé et Suzette Aron de Niederbronn-les-Bains. Émile Aron est né à Bouxwiller en 1883. Son épouse Lucie, née Dreyfus, est née à Niederbronn-les-Bains en 1897. Ils se sont mariés et installés à Niederbronn-les-Bains en 1921. Leurs deux filles, Edmé et Suzette, y sont nées en 1921 et en 1924. Tous réfugiés à Pornic, Loire-Atlantique, ils seront arrêtés dans une rafle le 16 juillet 1942, comme la rafle du Veldiv, et assassinés à Auschwitz. Extrait des souvenirs d'Henri Ranger, un de leurs copains du même âge. Suzette, Edmé, jeune fille brillante, j'ai du mal à assembler aujourd'hui votre image, c'est flou, c'est loin. Je ne conserve en mémoire que le souvenir de vos silhouettes dans le jardin de ma grand-mère, où l'on était si bien à discuter, à rire, assis dans l'ombre du vieux figuier. J'y associe forcément toujours l'insoutenable spectacle des camps de concentration où vous avez été déchirés, torturés, massacrés, brûlés. Comme je regrette mon insouciance de l'époque, de ne pas avoir été plus clairvoyant, peut-être aurions-nous pu, qu'aurions-nous pu. Gontier et Berthe Lévy. Gontier Lévy, né en 1875 à Niederbronn-les-Bains.
administrateur de 2 sociétés, toutes 2 incorporées sous régime germano-prussien. Bertha Marx, née vers 1874 à Ingenheim, Kreis-Landau-Palatinat, tous 2 arrêtés en 1944 sur dénonciation à Poitiers, où ils étaient réfugiés et envoyés au camp de Drancy, où on perd leurs traces. Le couple est assassiné à Auschwitz le 10 février 1944. La famille de Simon Lévy. David, frère de Simon, et Agathe, née Blore, nés en 1874 et 1883, sont arrêtés à Dijon en février 1944. Déportés via Drancy, ils sont assassinés à Auschwitz le 12 mars 1944. Julie, sœur de Simon, épouse Samuel, est arrêtée à Belfort avec son mari en février 1944. Tous 2 déportés à Auschwitz via Drancy, ils sont assassinés le 12 mars 1944. Joseph Lévy, encore un frère de Simon, vivait à Mutterscholz. Il a été déporté à Auschwitz avec son épouse. Et pourtant, les 5 frères Émile, Emmanuel, Joseph, David et Simon avaient tous été soldats dans la Première Guerre mondiale. Gertrude, épouse Blumenstock, est née le 14 décembre 1914. Elle rejoint son mari, le maquis de Maléval en Vercors, en septembre 1943. Lors de l'attaque allemande du 29 janvier 1944, elle sera arrêtée et brûlée avec 5 compagnons résistants dans une grange le même jour. Morte pour la France, médaille de la résistance et médaille militaire à titre posthume. Moïse Blumenstock est né à Lublin, Pologne, en 1902. Il arrive en France pour ses études de médecine. La nationalité française demandée lui est refusée. Surveillant d'enfants au Magelier, maison d'enfants de l'OSE, où il rencontre et épouse Gertrude. Il est arrêté avec elle à Maleval en Vercors, emmené à la Gestapo de Grenoble, puis déporté via Drancy pour le convoi du 7 mars 1944. La famille de Rosette Lévy. Wolf Pelsverger, né à Ternopil, aujourd'hui en Ukraine, en 1879. Déporté en Sibérie en 1917. Il s'est marié en janvier 1918. Arrivé clandestinement à Paris via Berlin, il est expulsé en Allemagne où sa trace se perd, en 1933 par la police française. Gita, son épouse, suit le même parcours mais ne sera pas expulsée. Arrêtée sur dénonciation à la rafle du Veldiv le 16 juillet 1942, internée à Bonne-la-Rolande, elle est déportée à Auschwitz le 19 août 1944. Julien Pelsverger est né en 1919 en Sibérie. Arrivé en France avec ses parents, il est arrêté à Paris en mai 1941 lors de la rafle du billet vert, interné à Drancy et probablement déporté à Auschwitz à une date inconnue. Anna Pelsverger est née à Berlin en 1921. Elle sera arrêtée tentant de franchir la ligne de démarcation et déportée à Auschwitz en août 1942. Janine et Jacques Pelsverger, nés à Paris en 1928 et 1930, sont arrêtés avec leur mère lors de la rafle du Veldiv le 16 juillet 1942 et déportés à Auschwitz le 19 août 1942. Leur sœur, Rosette Lévy, née en 1925, est la seule rescapée de sa famille. Sauvée par l'OSE, enfant caché, elle épouse Robert Lévy à Niederbronn-les-Bains en 1950. Robert Lévy, son mari et petit frère de Gertrude, né le 16 mars 1923 à Niederbronn, a été maquisard FTPF de la Creuse puis FFL. Raymond Lévy, frère de Gertrude et Robert, est né à Niederbronn en 1920. Il s'engage pour la durée de la guerre au camp C11 de Vercors en août 1943. Il y est blessé au combat mais réchappe avec son groupe à l'attaque allemande de juillet 1944. Il parvient à rejoindre et s'engager dans la première armée française qui a débarqué en Provence le 15 août 1944. Sergent-chef, il participe à la libération de Romans et de Lyon, mais meurt au combat près de Belfort le 24 novembre 1944. Nombreuses citations, mort pour la France, médaille militaire à titre posthume. Déporté résidant à Niederbronn-les-Bains, non mentionné dans ce cimetière. Jacqueline Kahn, née Wolf à Sarre-Union, elle se réfugie à Saint-Ouen-les-Parés, dans les Vosges avec sa famille. Arrêtée en 1944 à l'âge de 23 ans, elle est envoyée avec sa sœur à Bergen-Belsen. Elle en sera rescapée avec sa sœur, contrairement à leur père qui sera assassiné à Auschwitz. Elle épouse René Kahn de Wörth. Le couple ouvre un commerce à Niederbronn où elle vivra jusqu'à un âge avancé. Camille Lévy, née Jacob, en 1889, arrêtée à Nancy, assassinée à Auschwitz le 18 avril 1944. Gabriel Lévy, son époux, né en 1890, arrêté à Nancy,
assassiné à Auschwitz le 18 avril 1944. André Lévy, leur fils, né en 1921, est arrêté lors de la rafle d'Émoutier le 7 avril 1944. Déporté à Auschwitz via Drancy le 13 avril 1944, il en réchappe et décède dans les Pyrénées en 1991. Raphaël Loeb, né en 1874, arrêté à Émoutier où Niederbronn avait évacué lors de la rafle du 7 avril 1944 dans cette commune, est assassiné à Auschwitz le 4 mai 1944. Régine, née Meyer en 1862, son épouse, est arrêtée à Limoges et assassinée à Auschwitz le 5 août 1944. Maurice Mayer, né en 1892 en Allemagne, tenait un restaurant cachère à Niederbronn avec son épouse Alice, née Plateau en 1896. Arrêtés à Valloire, déportés à Auschwitz via Drancy, ils y sont tous les deux assassinés le 2 novembre 1943. Myrtille Weil, né en 1897, est secrétaire de la mairie de Niederbronn-les-Bains, repliée à Émoutier. Il y sera arrêté avec son épouse Yvonne, née Geismar, en 1907 lors de la rafle du 7 avril 1944. Tous deux sont assassinés à Auschwitz le 1er mai 1944. Fernand d'Israël est né en 1924, arrêté lors de la rafle d'Émoutier le 7 avril 1944, interné à Drancy, déporté à Auschwitz, puis Bergen-Belsen, où elle est assassinée le 5 avril 1944. Au total, 25 victimes résidentes à Niederbronn-les-Bains et 7 autres de leur parentèle originaire de l'Europe de l'Ouest. Dans la tradition juive, lorsque l'on rend visite à quelqu'un sur une tombe, on a pour coutume de poser une pierre sur cette tombe. C'est la tradition ici. Et c'est pour ça que vous verrez ça et là des seaux noirs remplis de galets qui vous permettront plus facilement d'en prendre pour les poser sur les tombes. N'hésitez pas à vous en servir. Monsieur le maire, si tu veux bien prendre la parole. Mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les maires, chers collègues, je salue aussi la présence parmi nous ce matin de la consul d'Allemagne comme signe de réconciliation et de construction européenne. Je salue Madame la représentante de l'ambassade des États-Unis qui est venue spécialement de Paris aujourd'hui. Mesdames et messieurs les élus, chers rabbins représentant la communauté israélite, mesdames et messieurs représentant le consistoire israélite, mesdames et messieurs les représentants des cultes, mesdames et messieurs les représentants des associations patriotiques, mes chers compatriotes, Lévi Frény. J'ai retrouvé une belle expression judéo-alsacienne qui, pour moi, peut être une accroche importante à cette cérémonie. L'homme ruf dies runter. Monter la lumière pour faire descendre les soucis. Pourquoi j'ai souhaité commencer par une expression judéo-alsacienne? C'est parce qu'il y a tant de mots de mon enfance qui les entendaient. Shabbos, Köischer, Moshuga, Schüler, tant de mots qui maintenaient dans le quotidien des gens la mémoire vivante de notre histoire judéo-alsacienne. Si nous sommes ici, c'est parce qu'une grande catastrophe, un grand délire d'inhumanité, de la négation de l'homme, est venu frapper cette histoire. Une histoire d'enracinement, de créolisation culturelle, celle qui permettait à l'Orient et à l'Occident européen d'avoir une terre de passage, et le judéo-alsacien comme langue secrète et mot de passe des zones yiddish à la quête de Paris ou de l'Amérique. Rien que la force de cette histoire fait de ce sol un sol sacré d'humanité. Je suis fier que Raymond ait eu l'initiative d'ouvrir le cimetière pour que nous commémorions les victimes de cette grande catastrophe. D'abord à l'aune de ce que j'ai dit précédemment, dans l'unité de notre histoire, et ensuite à l'aune d'un devoir d'humanité pour les années à venir. Par ailleurs, ce matin, j'ai profité de notre cérémonie communale pour énoncer les noms de toutes les victimes de la Shoah nées à Gundershofen ou ayant eu une attache avec elle. Il est essentiel que ces noms et ces prénoms
reste vivant dans nos mémoires pour que les futurs rendez-vous de l'histoire ne ressemblent pas à ceux du passé. Enfin, pour conclure, même si je pourrais être bien plus long, je sais que Raymond a organisé la part la plus importante de cette cérémonie avec Valérie, et le fond que chacune et chacun doit entendre ici. Toutefois, permettez-moi d'ajouter un petit quelque chose, une dernière pierre à l'édifice. Même lorsque le carré long du temple de Jérusalem fut détruit par 2 fois, d'abord par les Babyloniens, puis par les Romains, c'est la foi du peuple juif qui a fait perdurer 6000 ans d'histoire, d'Abraham à Moïse, en passant par Isaac, jusqu'à nous aujourd'hui, que l'on soit enfant du livre ou non, que les foi soient sacrées ou temporelles, monothéistes ou non. La foi dans une humanité de progrès arrivera et devra relever l'homme. Alors, l'homme proof, dies runter, montez la lumière pour faire descendre les soucis, j'ai dit. Victime de Reichshoffen. Célibataire, né à Reichshoffen le 27 juillet 1894. Il résidait à Aveno. Réfugié à Sorge, Dordogne, il est fusillé à Nanteuil, Dordogne, par l'ADI, SS, Das Reich, celle qui a commis le massacre d'Oradour-sur-Glane avec ses malgré nous alsaciens, jugés au procès de Bordeaux. Reconnu, mort pour la France. Marcel Kahn, né à Chirofen, fusillé à Nanteuil le 29 mars 1944, avec son beau-frère René Vaille. Reconnu, mort pour la France. Blanche Kahn, née Vaille à Reichshoffen, sœur de René et épouse de Marcel, décédée à Sorge le 11 décembre 1944 à l'âge de 45 ans. Jean Leub, né à Reichshoffen le 13 décembre 1922, il était cordonnier dans cette ville, réfugié à Saint-Étienne. Il est déporté depuis Drancy par le convoi 75 du 30 mai 1944. Assassiné à Auschwitz sous le matricule tatoué 23403 à l'âge de 22 ans. Ils ne sont pas mentionnés dans ce cinéma. Théodore Lehmann, né à Wittersheim le 1er février 1873. Il était ministre officiant à la synagogue de Reichshoffen, déporté à l'âge de 71 ans par le convoi 71 du 13 avril 1944. Bella Lehmann, sa sœur, a subi le même parcours. Irma Braun, née à Reichshoffen le 28 mars 1884, a été déportée par le convoi 62 du 20 novembre 1943. Alfred Jacob, né à Reichshoffen le 1er mai 1881, était négociant en fer à Strasbourg. Réfugié à Limoges, Haute-Vienne, il est déporté à l'âge de 62 ans par le convoi 62 du 20 novembre 1943 sous le numéro tatoué 8082. Il a été torturé par la Gestapo à Nontron en Dordogne. Max Isaac, né à Niedaldorf, Sarre, le 22 février 1897. Il est épicier à Reichshoffen. Réfugié à Saint-Étienne, il est déporté à l'âge de 47 ans par le convoi 71 du 13 avril 1944 et reçoit le numéro tatoué 19243. Cécile Isaac. Son épouse, née Metzger à Wingersheim le 25 janvier 1897, suit le même parcours que son mari. Elle meurt à 47 ans sous le numéro tatoué 19246. Huguette Isaac, leur fille, née à Fessenheim le 23 juillet 1931 et écolière à Reichshoffen. Elle est déportée avec ses parents sous le numéro tatoué 19247. Flore Kern, née Meyer à Hochfelden le 7 novembre 1895. Épouse Léon Kern, marchand de grains à Reichshoffen. Réfugiée à Ligny en Barrois, elle est arrêtée à Moulins en septembre 1942 en franchissant la ligne de démarcation. Après 6 semaines de prison à Bourges, elle est déportée à l'âge de 47 ans. Au total, 12 victimes, dont 4 mentionnées dans ce cimetière. Liste non exhaustive.
victime de Gundershofen. Source Victor Vogt, maire de Gundershofen et conseiller d'Alsace. La plupart des familles juives avaient fui la commune, mais certaines ne purent partir pour des raisons d'âge et de santé. En juillet 40, ces personnes furent arrêtées par la Gestapo devant la poste, dont un éleveur assez âgé, et a souligné également que les familles juives ont été arrêtées ici ou ailleurs en France, l'ont été après dénonciation par le maire nazi désigné par le Kreisleiter de Haguenau, et a souligné aussi qu'une partie de la population de Gundershofen a une part active dans la collaboration. La maison Lehmann servira 2 fois le QG, une première fois pour les Allemands et une seconde fois pour les Américains, d'après un témoignage oral recueilli. Une DCA allemande se trouvait dans le cimetière juif de la commune rue de la Forêt. Malgré la joie de la libération, quelques horreurs se poursuivent. Du matériel militaire fera encore des victimes et des destructions, comme à la maison Lehmann. Les Américains, après avoir incendié un certain nombre de choses, n'ont pas vu qu'une Panzerfaust se cachait dans la paille. Celle-ci explose, fait une dizaine de victimes, dont essentiellement des enfants qui jouaient à proximité. Une jeune fille trouve la mort, une certaine Gabi, Lucie Berger et Frédéric Goethe furent blessés d'après un témoignage oral. Se mit aussi en place l'épuration, forme de vengeance sans justice à l'encontre de ceux qui avaient collaboré ou sympathisé avec les nazis. L'ancien maire qui avait fui en Allemagne avec la retraite des troupes allemandes et qui est revenu après la libération connaîtra le même sort. À cela s'ajoute pour lui un traitement spécial. Il dut défiler dans la commune en criant Heil Hitler. Il dut par ailleurs se rendre au cimetière juif dont il avait ordonné ce saccage. Alors nous allons mentionner là maintenant la famille Lehmann, dont l'un des membres était maire de Gundershofen, et pour ça nous accueillons sa petite fille. Bonjour, je suis la fille de Jean-Paul Lehmann qui a vécu ici, et la petite fille de Moïse Lehmann et de René, née Bloch. À l'époque, on ne nous parlait pas du tout de cette histoire à mes frères et à moi parce que c'était un secret. Et donc j'ai envie de reprendre les mots de Jean-Claude Grimbert pour dire que combien il est difficile de raconter une histoire vraie, surtout quand on ne la connaît pas. Alors je vais vous redire les mots de ma tante, la fille de Moïse et René, qui m'a raconté cette histoire lors d'une de nos conversations téléphoniques et que j'ai eu la bonne idée de noter au fur et à mesure. Au moment de la guerre, Moïse Lehmann vit et travaille à Gundershofen avec sa famille. Il est le maire du village et il gère l'entreprise des établissements Isidore Lehmann, fondée par son père. C'est la maison Lehmann, matériaux de construction. Sa maison est réquisitionnée pendant la guerre par l'armée française et au printemps 1940, on lui demande de partir. Ma tante ne se souvenait pas si c'était un ordre ou si c'était un conseil. Toujours est-il que Moïse part avec femme et enfants en voiture pour rejoindre la zone libre. Il passe par Bruyères pour récupérer ses parents, Isidore et Fanny, qui ont été déposés là par des membres de la famille. Et donc, en arrivant à Bruyères, ils sont coincés là-bas parce qu'il y a des combats entre les Français et les Allemands. Et donc, à l'été 1940, ils envoient les enfants, mon père, Jean-Paul, et ma tante André, ils les envoient en zone libre à Nîmes par le train. Et mes grands-parents restent avec mes arrière-grands-parents parce que malades, difficilement transportables. Et pendant ce temps, ils sont dénoncés par un des employés de l'entreprise
qui va être nommé gérant des entreprises françaises par les Allemands. Et cette même personne, d'ailleurs, avait été recrutée par Isidore, le fondateur de l'entreprise. Ils sont donc dénoncés et puis arrêtés. Ils sont déportés le 23 septembre 1942 à Auschwitz par le convoi numéro 36. Ils avaient respectivement 55 ans et 40 ans. Robert Dreyfus, né à Gundershofen en 23-04-1900, fondateur des sapeurs-pompiers de la commune. Il a résisté en zone libre dans le Périgord. Son nom est cité au musée de la Résistance. Il était membre des forces françaises combattantes, FFC, du réseau Mithridate, du 1er janvier 1943 au 21 juin 1944. Jour de son décès, ce réseau Mithridate, fondé dès juin 1940 par Pierre Herbinger, à la requête du service britannique de renseignement MI6, fut l'un des plus importants de la Seconde Guerre mondiale. Il rassembla plus de 1600 agents répartis sur tout le territoire français, la Belgique et le nord de l'Italie. Robert Dreyfus, résistant intégré au sein des FFI, fut tué à Pressignac le 21-06-1944. Au cours d'affrontements, il est médaillé de la Résistance à titre posthume pour fait d'armes. En effet, il croisa une des formations de la 11e Panzer Division, division blindée de la Wehrmacht, également surnommée la Gespensterdivision, division fantôme, en référence à son emblème, représentant un squelette sur une chenillette. Au terme de cette journée, les Allemands exécutèrent de nombreux otages, 70 morts et de nombreux déportés, du 11 au 21 juin 1944. Son nom figure sur le monument aux morts de la commune de Pressignac-Vic. Son frère Gaston, qui partageait des idées similaires, mais dont on n'a pas trouvé de documentation, habitait l'immeuble à côté de la maison de feu Bonzette René, non mentionné dans ce cimetière, fils de Nathan Reilinger, commerçant à Gundershofen, et de Mathilde Kaufmann. Alfred Reilinger est né le 15 mai 1900 après une carrière dans le service de santé des armées. Il rejoint les forces françaises libres depuis l'Égypte au sein du 1er bataillon d'infanterie marine. Il se bat en Syrie, en Libye, en Tunisie et débarque en France en août 1944. Depuis l'Angleterre, il organise à son retour en France le système de santé des régions libérées. Il terminera sa carrière comme inspecteur général du service de santé des armées au grade de médecin général. Il aura 12 distinctions à son actif, dont le grade de grand officier de la Légion, distinction à son actif, dont le grade de grand officier de la Légion d'honneur. Il fait partie des 15 Alsaciens cités à l'ordre de la Libération sur décret du 24 avril 1946 et meurt le 29 décembre 1968 à Paris et est inhumé à Strasbourg. Le second cas est celui d'une autre persécution, celle d'Oskar Kaufmann, dont on ne sait pas vraiment l'entrée en déportation et qui a été libéré le 3-9-1944. Ce dernier état enfermé sur l'île anglo-normande d'Origi, contrôlée par les armées du Troisième Reich. Les prisonniers de cette île étaient des demi-juifs et conjoints d'Ariens. Sylvain Kaufmann est né en 1877 à Gundershofen, d'abord tailleur, puis marchand de bestiaux comme son père. Il se marie en 1909 avec Alice Rose. Ils auront 3 enfants, Roger, Georgette et Marthe. Durant la Première Guerre mondiale, il est envoyé sur le front
et comme soldat allemand, il quitte Gundershofen en 1938 pour Blamont en Lorraine. Puis il revient avec les accords de Munich et les faux espoirs engendrés. Le 30 septembre 1938, il quitte alors à nouveau Gundershofen pour Blamont, puis Paris. Il est arrêté à Paris avec son gendre René Schwab de Compiègne via Drancy, le convoi démarre le jour même de Kippour 1942. Selon de rares témoins, de toute façon, il n'y avait rien à manger. Sylvain Kaufmann est parti en fumée à Auschwitz, peu de temps après son arrivée. Il a eu 2 petits-enfants et 4 arrière-petits-enfants, 10 arrière-arrière-petits-enfants, en France, Angleterre et Israël. Sylvain Kaufmann, né le 9 octobre 1877 à Gundershofen, est décédé le 25 septembre 1942. La famille Kaufmann tient ses racines rue de la Gare et rue du Tonneaufen et avait des attaches parisiennes. Sources Victor Vogt et Michel Roté. Raflé à Bazoncourt, Moselle, Jeanne Zilberschmidt, née Himmler, à Gundershofen, le 31 août 1900, est décédée le 25 mai 1944. Raflé à Bazoncourt, Pierre Zilberschmidt, né en 1899 à Reims, partira avec sa sœur avec le convoi 77 depuis Drancy. Raflé à Bazoncourt, Mathieu Himmler est né le 23-1-1899 à Gundershofen. Il est décédé en déportation le 33-1943. Il fit partie du convoi 53 au départ de Drancy. Les Himmler étaient chez eux, à côté de la salle des bouchers, dans la grande rue. Ils étaient marchands de bestiaux. D'après des témoignages oraux, mais aussi d'après les citations d'une monographie, il est probable qu'il y ait encore 4 sur 5 autres personnes dont on ignore les noms et qui ont été déportées. Il y a notamment le cas d'un certain André dit Krumschmarsch, personne âgée avec un handicap physique et qui avait dans la grande rue. Il a fait des parties de la rafle de Gundershofen où les Juifs non évacués ont été arrêtés. Ces derniers furent jetés dans des camions de la Gestapo. Au total, 11 victimes, dont 2 mentionnées dans ce cimetière. Liste non exécutive. בעבור שאנחנו ביניהם ובנויסיהם, אחיהם ואחיוסיהם, מתפללים בעד אזכורת נשמותיהם. בגן עדן תמנו חוסם, לא כן בעל רחמים יסתירם בססר כנופיו לעולמים, בצחו החיים את נשמוסם. אדוני יונחל אותם וינוחו בשלום על משכבם ונאמר אמן. Dieu plein de compassion, toi qui résides dans les hauteurs, accorde un repos éternel sous les ailes de ta providence à tous ces êtres qui, quelle que soit leur religion et leur conviction, ont fait le sacrifice de leur vie aux déportés et exterminés, parmi eux aux 6 millions d'âmes d'Israël, hommes, femmes, enfants, qui furent assassinés, brûlés dans les camps de la mort, en particulier à Auschwitz, Birkenau, Sobibor, Majdanek, Treblinka, Dachau, Buchenwald, Mauthausen et Ostrutov. Par la prière exprimée par cette assemblée pour l'élévation de leur âme, ô notre Père, recouvre-les de tes ailes à jamais, que leur souvenir soit protégé dans le faisceau de la vie éternelle, que l'ombre de leur opprobre ne s'efface jamais, et que leur mérite repose en permanence sur nous et sur tout Israël. Ô terre, ne recouvre pas leur sang, que leurs cris ne soient pas étouffés, qu'ils reposent en paix, et que leur disparition nous aide à vivre avec plus de respect, de considération et de déférence les uns envers les autres, que nos disparus se relèvent à la fin des temps, et nous disons Amen. D'abord remercier l'aumônier M. Raphaël Horowitz, dont les ancêtres étaient des Frankel à Niederbronn. Voilà. Et pour terminer les listes, nous allons maintenant citer les nombreuses et nombreux justes parmi les nations de notre pays, de notre territoire. Et ça sera lu par Madame Sylvie Gressel, qui est pasteur et qui nous fait l'amitié de venir intervenir. C'est un grand honneur pour moi
émouvant de partager avec vous maintenant les noms de ces personnes qui, dans notre région, ont osé réagir au prix de leur vie. Je commence par Gundershofen. Raymond Weiss, né le 9 avril 1923 à Gundershofen. Elle est fille d'agriculteurs. Quelques mois après le début de la guerre, ses parents, inquiets pour la jeune fille alors âgée de 17 ans, demandent au Blum, des voisins juifs, devenus des amis, de lui trouver une famille d'accueil à Paris. C'est ainsi que Gabrielle Lévy, née Blum, et son mari, Camille Lévy, accueillirent Raymonde sous leur toit. En 1941, la famille Lévy doit fuir Paris. Raymond Weiss reste garder l'appartement et devient intermédiaire entre les membres de la famille dispersée. Elle trouve une cachette pour Roger Lévy, le fils, évadé d'un camp de prisonniers de guerre. En décembre 1942, Raymond Weiss a caché les 2 enfants de la famille Hirsch, Raymond et Marc, dans une chambre de bonne avant de réussir à les placer dans une institution catholique à Saint-Germain-en-Laye, où elle allait les voir régulièrement. Dans l'ensemble, les personnes des familles hébergées, cachées, aidées ou sauvées par Raymond Weiss sont les suivantes. Edmond Dreyfus, Frédérica Dreyfus, Monsieur Hirsch, Raymond Hirsch, Marc Hirsch, André Hirsch, Roger Lévy, Camille Lévy et Gabrielle Lévy. Quelques années plus tard, tous les survivants, malheureusement Edmond et Frédérica sont décédés en déportation, célébrèrent le mariage de Raymond Weiss avec Roger Lévy. Bien plus tard, le 31 décembre 1998, l'Institut Yad Vashem de Jérusalem a décerné à Raymond Weiss le titre de juste parmi les nations. Cette distinction a été offerte par la famille Lévy à la ville de Gundershofen. Le diplôme se trouve à la mairie au pied de l'escalier d'honneur. Reichshofen maintenant. Urbain Hague. En fait, Urbain Hague n'était pas originaire de Reichshofen, mais était un vrai Strasbourgeois. Si nous le mentionnons aujourd'hui, c'est par amitié pour son petit-fils, Patrick Scheibel, vrai Reichshofenois, lui est trésorier de notre association, nom de l'association Histoire, la Char, la Société d'Histoire et d'Archéologie de Reichshofen et environ, notre association sœur avec Achern. Gaston Schwab et ses 2 fils, Olivier et Didier, émus de pouvoir honorer à titre posthume celui qui les a sauvés. C'est une belle et longue histoire que nous raconte Gaston Schwab, épaulé par ses 2 fils, Didier et Olivier. Car si ces hommes et leurs familles sont encore de ce monde, c'est parce que leur père et grand-père, Henri, a croisé la route d'Urbain Hague. Né en 1893 et décédé en 1962, ce policier strasbourgeois quitte l'Alsace après l'invasion nazie. L'amitié entre les deux hommes qui se sont rencontrés à la caserne Vauban de Strasbourg ne se démentira jamais. Le policier sauvera de la déportation Henri Schwab, de confession juive. Chaque fois qu'il apprenait qu'une rafle allait avoir lieu, Urbain Hague pédalait vers la ferme pour dire à son ami de disparaître. On rappelait encore d'une voix émue les 2 fils Schwab devant l'hôtel de police de Strasbourg où l'on rendait hommage à leur sauveur. Ce dernier est injuste, l'un de ceux qui, au péril de leur existence, à coups de faux papiers,
ont sauvé des vies juives lorsqu'elles étaient pourchassées. Alors Gaston Schwab a voulu qu'hommage lui soit rendu. Le déclic est intervenu après le visionnage du film « Le pianiste » de Polanski. Cette histoire d'un musicien juif sauvé par un officier allemand ne cessera de tarauder Gaston Schwab. Il lui faudra 4 ans pour retrouver les descendants de son sauveur et leur faire obtenir la plus haute distinction civile de l'État d'Israël. Désobéir pour l'humain. Cette médaille de juste parmi les nations a été remise hier, nous dit cet article, à l'issue d'une cérémonie solennelle empreinte d'une grande émotion, à Marie-Thérèse, la fille d'Urbain Hague, et à Patrick Scheibel, son petit-fils, tous deux habitants de Reichshofen. Gaston Schwab et ses fils n'ont pas pu retenir leurs larmes, Patrick Scheibel confiant à quel point il était fier et heureux. Les officiels, dont Pascal Lal, directeur départemental de la police, et Fabienne Keller, maire de Strasbourg, ont tous insisté sur la force de ces justes qui ont su mettre l'humain au centre de toute chose, en particulier dans la police, dont l'histoire pendant l'occupation reste si douloureuse. On n'oublie pas le passé, ont-ils insisté. On s'en sert pour construire l'avenir. Niederbronn-les-Bains. Bengel Robert, né à Sels le 17 septembre 1905, ordonné prêtre à Strasbourg le 16 juillet 1930. Vicaire à Niederbronn le 10 octobre 1930, où il fonde la JOC, Jeunesse ouvrière chrétienne. Il est né en 1905 à Sels, dans le Bas-Rhin. Après des études de théologie à l'université de Strasbourg, il devient prêtre en 1930. Il est nommé aumônier de l'école normale d'Obernai en 1936. Lorsque l'école est évacuée à Solignac, en Haute-Vienne, en 1939, il y accompagne ses élèves. Entré dans la résistance au régime de Vichy, en s'engageant dans le mouvement Combat, il se met au service de l'œuvre de secours de l'enfance. Ce réseau cache des enfants juifs, pourchassés par la milice et la Gestapo. C'était le 2 août 1942. Écrit le docteur Gaston Lévy, directeur de l'OSE, le jour après l'enlèvement de quelques enfants en bas âge. Un prêtre catholique, l'abbé Bengel, vient me voir. Il résidait à Solignac. J'ai entendu, docteur, que vous vouliez cacher des gosses. Oui, nous sommes malheureusement obligés de soustraire les enfants des griffes de la Gestapo et de leurs collaborateurs français. Je suis votre homme. Je me suis fait beaucoup d'amis dans le milieu rural et je placerai les enfants que vous me donnerez dans des familles sûres où personne ne les prendra. Il a pris immédiatement un certain nombre d'enfants et les a amenés en lieu sûr. Le lendemain, le même abbé Bengel est revenu me voir pour me prier de lui écrire le Hamalach HaGoel, la prière du soir, dans des lettres latines pour qu'il puisse le soir faire la ronde de ses petits protégés et leur faire réciter leurs prières avant de dormir. Début novembre 1943, au petit matin, une voiture de la milice s'arrête devant le domicile de l'abbé Bengel pour l'arrêter.
il n'y est pas. Son voisin guette son retour et le cache dans sa réserve de bois. L'abbé Benguel entre alors dans la clandestinité. Après la libération, il devient curé en Alsace, puis demande sa réduction à l'état laïque. Il meurt en 1987 à Vaux-sur-Seine. À la demande des enfants qu'il a sauvés, le titre de juste parmi les nations lui est attribué en septembre 2002. Les sœurs de Niederbronn et d'Oberbronn, ou alors pour les nommer autrement, la congrégation des sœurs du Très Saint Sauveur. Sœur Marie-Rosa gère, avec deux autres sœurs, un dispensaire à Salles, dans le Haut-Rhin. Devenue passeure, elle assiste de nombreux réfractaires, notamment des jeunes Alsaciens qui quittent l'incorporation de force, allant même jusqu'à leur infliger de fausses maladies pour échapper à la milice française. Autre sœur, sœur Marie Gilberte, née Anne Klein, est une sœur de la congrégation du Très Saint Sauveur, née à Strasbourg le 22 janvier 1902. La jeune femme entre au couvent le 31 août 1921, à 19 ans, puis est nommée infirmière à la clinique du Très Saint Sauveur de Mulhouse en 1926, établissement dans lequel elle officie pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle décède à Oberbronn le 21 octobre 1975. Dès octobre 1940, elle rejoint le réseau martial avec pour mission de cacher les opposants au nazisme et personnes recherchées, ce qu'elle fera avec brio en utilisant les possibilités de sa clinique. Médaille militaire à l'ordre de la congrégation. Ensuite, sœur Marie Grégoire, née Marie-Thérèse Herr, commence très jeune sa carrière d'infirmière à la clinique Sainte-Odile de Neudorf, aujourd'hui fondue dans la clinique Rénat. Après divers postes en France, elle devient supérieure de l'hôpital de Thaon-les-Vosges, où elle se trouve lorsque la guerre éclate. Elle rentre en résistance dès le début de l'occupation en fabriquant des faux papiers pour les évadés qu'elle hébergeait. Arrêtée par la Gestapo en 1942, elle est internée dans 8 prisons successives, puis envoyée à Ravensbrück, dans le camp de femmes. Son courage et son abnégation au service des autres dans le camp lui valurent après la guerre la Croix de guerre, puis la Légion d'honneur. Parmi les personnes soignées dans le camp par sœur Marie Grégoire figurait un nom très connu, Geneviève de Gaulle, et un bébé né au camp qu'elle a sauvé d'une mort certaine. Elle décède en 1985 au couvent de Niederbronn à l'âge de 87 ans. Continuons avec les sœurs. La révérende mère Catherine et la sœur Pauline ont activement participé à la résistance dans le Gers. Elles ont évité à nombre de jeunes réfugiés alsaciens lorrains l'incorporation de force dans l'armée allemande et les ont encouragés à rejoindre la résistance française locale. Elles ont caché des canons dans leur maison de Montferrand et abrité de nombreux évadés, opposants et républicains espagnols. Après
Après la guerre, les deux sœurs poursuivent leur sacerdoce dans le Nord et en Lorraine. Elles ont toutes deux reçu la Croix de guerre avec palme ainsi que la Légion d'honneur. Sœur Félixina, de nationalité allemande et native de Kaltbrunn, est encore novice dans la congrégation des Sœurs du Très-Saint-Sauveur quand elle devient infirmière à l'hôpital de Karlsruhe. Elle est arrêtée le 10 août 1943 pour propos défaitistes et envoyée au camp de femmes de Ravensbrück, numéro de matricule 25 150, où elle soigne avec sœur Marie Grégoire de nombreuses déportées allemandes, juives, roms et de toute nationalité, toutes opposantes au régime nazi, parmi lesquelles Geneviève Antonio de Gaulle, nièce du général. Sœur Félixina parviendra à survivre au camp. Sœur Marie-Aurélie est la supérieure de la maison d'Anderlecht, en Belgique. Après avoir recueilli 14 fillettes juives orphelines, elle les sauve de la Gestapo venue les arrêter avec ses consoeurs le 20 mai 1943. Pour cela, elle a bien sûr reçu, elle aussi, le titre de juste parmi les nations, la plus haute récompense israélienne décernée à des non-juifs qui ont risqué leur vie pour sauver des juifs. Décédée en 1948, elle recevra sa nomination à titre posthume et pour toute la congrégation des Sœurs du Très-Saint-Sauveur. Le couvent d'Oberbronn, maison mère de la congrégation, a servi d'hôpital pour diverses armées françaises, mais aussi allemandes, pendant toute la guerre. Les sœurs y ont discrètement, mais activement, porté assistance à de nombreux malgré nous, parmi lesquels plusieurs déserteurs de l'armée allemande elle-même. Aux morts. Hosanna.